Et on va donc tout de suite laisser la parole à Valérie Lehmann et à Bernard, mais je pense qu'ils vont se gérer entre eux sur ce mot de la fin, sur la conclusion. Et donc, je vous laisse le micro. Je laisse le micro à Québec. On vous rend l'antenne. En fait, je pense qu'on n'est pas tout seul. Hein. Camille aussi est à Québec, donc il ne faut pas oublier qu'on est plus. Moi, je vais prendre la parole. En fait, on s'est entendu avec Bernard pour que moi, je fasse davantage la synthèse. Donc, une façon de dire qu'on a vraiment investigué la question de l'astroturfing de façon très diverse et variée. C'est extrêmement riche. J'en ai partout dans mes mains, vous voyez. J'ai pris des notes. Je vais essayer de traverser ça rapidement en vous mettant en exergue, en tout cas, ma synthèse, qui j'espère sera une synthèse qui reflètera les esprits de chacun et de tous ceux de toutes celles qui ont présenté. Alors, Thierry Libat vous a d'abord introduit à cette idée avec un aspect historique, ce qu'a fait d'ailleurs aussi Sylvain Laurence ensuite. Mais moi, j'ai noté d'abord c'est ce retour à l'idée du mouvement citoyen artificiel. C'est peut-être un mot-clé que j'ai trouvé qui m'a en tout cas saisi et qui occulte la source réelle de communication pour donner plus de légitimité, entre autres, au message. Et cette idée qu'aussi, c'est quand même quelque chose, on ne dirait pas d'émergent, parce que quand même, ça a une dizaine d'années, mais c'est quelque chose qui, en fait, en tout cas, a l'air de nous préoccuper pas mal depuis plusieurs années. Sylvain Laurence, lui, nous a parlé surtout de cette question de astroturfing, où ça se situe, c'est différent des activités de lobbying avec ce qui était un petit peu les rencontres discrétionnaires ou discrètes, en fait, avec des confédérations d'organisations. Il a même mentionné, il me semble qu'astroturfing est presque opposé à cela parce qu'il ne relève pas de groupe d'intérêt bien identifié. Donc, on est encore dans la petite définition ou la grande définition de ce que c'est. On cherche à le spécifier. Un point clé que j'ai trouvé particulièrement saisissant, ou en tout cas qui me semble quelque chose à retenir, c'est cette idée que l'astroturfing occupe un vide, parce que là, entre autres, la société civile est peu représentée. Donc, cette idée d'interstice ou d'espace qui a été un peu mentionnée, et que ça semble donner la parole aux citoyens, à même imiter la parole des citoyens ou voire des ONG, et profiter du fait qu'il y a peut-être un déficit démocratique. Alors, bien sûr, on a d'autres aspects. Cette idée que c'est une technique d'influence qui est complémentaire, a-t-il dit, aux relations publiques traditionnelles ou classiques, mais qui est risquée. Alors, il nous a parlé de la question de la défense de la bouteille, les bouteilles de verre, etc. Il y a beaucoup de choses qui seraient à mentionner également. Cette idée d'astroturfing n'est-il pas quelque chose de décomplexé qui a été évoqué également? Lucie Desmoulins et Zineb Serghini, elles, ont évoqué à travers la lecture d'un corpus. Excuse-moi, Valérie. Oui, les Valérie, logiques d'action. Oui. Excuse-moi de t'interrompre. Tes papiers, quand tu les tiens devant toi, tu on voit plus. presque. Oui, c'est pas grave. Sur ton bureau, voilà. C'est l'astroturfing, ça fait plein de choses, y compris. Ouais, c'est ça, tu te masses. Je me dissimule aux yeux des autres. OK, merci Bernard, je te remercie. Surtout que ma caméra, effectivement, est assez basse. Alors, dans ces logiques d'action qu'elles ont présentées, cette idée aussi de logique d'upgrade que j'ai trouvée intéressante, c'est donner de l'exposure, en tout cas de la valorisation par les médias de qualité, plus grande visibilité. Aussi, un point que j'ai retenu qui était quelque chose qu'on n'a pas beaucoup relevé par ailleurs, mais qui me semble intéressant à poursuivre, cette idée de make fun, cette idée du traitement humoristique aussi du sujet qui peut poser problème. Vanessa, elle nous a donné un exemple de ce que ça pouvait être, à mon avis, les limites de la mobilisation par l'astroturfing, entre autres en expliquant l'événement Tech Rocks K2, qui était une sorte de dissimulation, de publicité dissimulée qui était là pour booster les adhésions et faire migrer les adhérents, dont la réussite avait été mitigée. Donc, j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est un des seuls, finalement, présentations qui me présentait les limites de l'astrosurfing. Non pas forcément le côté dark, mais c'est limites. Ça marche, mais ce n'est pas toujours tout rose non plus. Camille a longtemps discuté de l'astroturfing en ligne, avec les exemples de mobilisation en ligne, avec cette idée de mobiliser par l'enquête,
qui était un des premiers exemples. La mobilisation de clavier, il a présenté une cartographie qui pouvait être ouverte, la mobilisation de clavier avec les pétitions en ligne. Puis, ce rôle aussi des plateformes numériques qui était important donc, en particulier, cette idée qu'il avait expliqué qu'il y avait des enchaînements de clics qui permettent de créer de l'influence, je dirais presque exponentielle, ce qui montre le côté aussi vertigineux que moi j'ai retenu de toute notre journée, là, notre après-midi, selon duquel bord on se situe. Il a présenté aussi l'histoire de Friends Against Win, aussi, où là, on veut voir qu'il y a quelque chose d'organisé. Et dans sa conclusion, il a insisté sur le fait qu'en tout cas en ligne, l'astroturfing sur les controverses sociétales servait à alimenter les controverses elles-mêmes. Et il y avait beaucoup de porosité pour renforcer aussi la polarisation des acteurs, un sujet qui n'a pas beaucoup été évoqué. Puis, il a dit, ça pose la question de l'intoxication ordinaire, et ça, je trouve ça intéressant. Ça nous ramène aussi aux échanges qui ont lieu après et aux autres travaux qui ont été présentés par la suite, avec le témoignage de Khaled Yazdi, qui, lui, a parlé beaucoup d'un véritable témoignage, a-t-il dit, je suis partisan, vous n'aimez pas, ça va être une parole militante. Il a beaucoup parlé et démontré, je trouve ça extraordinaire comme cas d'étude, c'est un vrai cas d'école, cette histoire de touche pas à ma vitrine, où on voit que derrière toute cette organisation, il y a vraiment une firme Phoenix qui est là, et que ça pose vraiment cette idée de la fiabilité en fait des données et de la difficulté de révéler. Et lorsqu'on révèle, c'est parfois ce qui s'est passé avant et l'exposé qu'on a eu avant qui reste en place. Et finalement, lorsqu'on dit qu'il y a fake, finalement, le fake lui-même n'est pas valorisé parce qu'il remet en cause certainement aussi la crédibilité des journalistes, par exemple, ou leur crédulité, j'allais dire. Finalement, dans la présentation de Nicolas, qui aussi a relevé, à mon avis, d'un cran le côté vertigineux, donc Nicolas Van der Vis, qui nous a expliqué un petit peu que ça fait passionnant parce que ça fait bouger la société à partir du rien. Alors ça aussi, j'ai trouvé, il y avait le vide tout à l'heure, maintenant on a le rien. Et on fait quelque chose à partir du rien. On triche un petit peu, mais il dit surtout on joue avec les règles du jeu et on arrive à produire du nouveau, à mobiliser. Le rien peut devenir majorité, a-t-il dit. Et là, j'ai trouvé ça aussi assez saisissant. Et il faut s'attacher à mieux comprendre les mécanismes de production de l'astroturfing. C'était un de ces points qu'il soulevait. Et cette question aussi d'opération d'influence. Il a aussi parlé de cette idée que l'astroturfing servait à gagner des territoires que l'on n'a pas avec des artifices. Ça aussi, ça m'a accroché. Il a aussi dit que la vision des astroturfers au niveau des entreprises, en tout cas, était assez caractéristique et en particulier, j'ai relevé cette question de motivation à se défendre, contrer les messages, voire se défouler ou lutter contre l'injustice. Et il a aussi soulevé 2 points. L'astroturfing est-il de la propagande? En tout cas, ce qu'on peut conclure aussi ou dire de sa présentation, c'est que en reprenant ces mots au plus près, les journalistes, les citoyens et les dirigeants sont mal formés, sont mécadasseurs, voire même incultes. Quant à la dernière présentation de Stéphane Billet, je pense qu'elle est aussi importante, tout autant importante que les autres. C'est vraiment cette palette qui est une richesse incroyable. Et là, on parle de l'astroturfing comme une pratique peut-être répréhensible, qui est un mot, une phrase que j'ai trouvée intéressante, que j'ai traduite comme ça, qui est plus dans une réalité d'effet que de fait. Donc, en fait, on est dans la recherche de l'effet, ce qui a été soulevé aussi dans la question subséquente à la fin. Et oui, on va faire de la déstabilisation, on va créer de l'engagement digital. Ça, c'est de plus en plus présent, mais, dit-il, l'astroturfing n'est pas l'avenir des relations publiques. De toute façon, c'était clair au début, c'était Black PR, donc on comprenait que c'était la force sombre de l'histoire. On parle aussi de manipulation des masses. On parle de est-ce contraire à des codes de déontologie, des codes d'éthique. Moi, je fais l'interrogation parce que ça, c'est assez intéressant. Est-ce que les lois qui sont là sont des gardiens de ces valeurs-là? En tout cas, pour les relations publiques et leurs professionnels,
l'astroturfing est une pratique dangereuse. Alors oui, pour l'influence, dit-il, mais pas comme ça. Donc voilà, après les petits débats qui sont venus par après, j'ai trouvé ça intéressant, le petit mot sur la question de l'efficacité versus le respect des lois. Et l'ouverture également, je l'ai saisi parce que je pense que c'est quelque chose qui pourrait être discuté dans une prochaine réflexion, cette notion de astroturfing versus exactement l'idée de la blockchain, où là, tout est transparent. Et c'est même, est-ce que c'est l'inverse des processus qu'on a dans l'astroturfing? J'en sais rien. Mais et je me garde surtout de conclure. D'abord, je déteste les conclusions, il faut le savoir. J'aime ça quand ça s'ouvre, j'aime pas ça quand ça se ferme. Donc, je vous laisse inventer la suite. Mais avant ça, c'est Bernard qui va vous raconter peut-être une partie de la suite. T'aimes pas les conclusions, c'est pour ça que tu me demandes de faire la conclusion. Alors, juste un rapide mot de la fin, une réflexion qui m'est venue en écoutant ces présentations que j'ai trouvées pour la plupart fascinantes. On a levé un voile sur des tactiques ou des techniques qui sont au moins cachées, qui peuvent être considérées comme frauduleuses, comme obscures. Mais moi, ce qui me frappe surtout, c'est la question, appelons ça de la littératie numérique. Je pense que c'est souvent revenu. On le constate aussi auprès de gens avec qui on peut avoir à travailler. Mais à mon avis, on est dans une... on a toujours été dépassé par les technologies. Ça nous prend du temps à nous ajuster. Ça nous prend du temps aussi à les encadrer, à les comprendre. Les médias de masse ont d'abord été utilisés à des fins dictatoriales dans les années 20, dans les années 30, et avec beaucoup de succès à court terme, puisque ça a permis l'instauration de régimes dictatoriaux dans la plupart des pays d'Europe. Le numérique, je pense qu'on est face un peu à ce même genre de situation. Ce que je constate, c'est que les nouvelles générations qui arrivent et les journalistes, moi je travaille assez souvent avec des journalistes, il ne me semble pas très facile à manipuler, ni c'est les premiers qui vont fouiller, qui vont soupçonner quand ils reçoivent quelque chose et qui détestent bien sûr avoir l'impression de s'être fait remplir. Donc, je pense qu'une discussion comme celle qu'on a aujourd'hui, ça nous permet d'avancer notre constat sur le fait que c'est important d'être alerte, c'est important de comprendre, de mieux comprendre cet univers-là, comment il fonctionne, et d'espérer que ces tactiques-là soient le moins répandues possible. Et je vous remercie. Peut-être que notre bien-aimé président veut dire, ce ne sera pas une conclusion ni un résumé, mais le mot de la fin. Alors, merci à tous d'avoir participé, d'avoir été là, et au plaisir de vous retrouver. Si le président est bien aimé, il peut parler alors. Tout va bien. D'abord, je voudrais remercier l'ensemble des participants. Là, vous êtes encore une trentaine à nous écouter. En général, vous avez été là depuis le début. Et François me disait qu'en moyenne, on n'était pas loin d'une soixantaine, ce qui est pas mal sur un sujet qui était assez peu connu quand même du grand public, le sujet de l'astroturfing. Merci aussi à tous les intervenants, parce que moi, j'ai vraiment trouvé toutes les interventions différentes, mais passionnantes à chaque fois. Enfin, à chaque fois, j'avais l'impression d'apprendre au moins un élément important. Ce que j'ai retenu globalement, c'est que le sujet de l'astroturfing, il est vraiment trop peu exploré. Je crois que c'est Sylvain Laurence qui disait au tout début que sur un sujet comme celui-là, aussi important que celui-là, il y avait eu seulement 3 colloques depuis 10 ans en France. C'est vraiment très peu, parce qu'on voit que l'astroturfing, il est en fait omniprésent, il est présent partout, et que l'opinion qu'on en a, elle est un peu différente de la réalité. C'est-à-dire que l'astroturfing, on le voit comme un mouvement de création d'une fausse identité, souvent sur le thème environnemental ou académique. Et là, dans l'ensemble des présentations, ce qu'on a pu voir, c'est que ça concerne aussi bien la communication interne que externe, que ça concerne aussi bien les entreprises que le monde politique, que ça concerne aussi bien des phénomènes qui sont montés intentionnellement que peut-être un peu de naïveté. Mais dans tous les cas, et avec les réseaux sociaux, la désinformation, les fake news, c'est un phénomène qui est amené à durer.
Donc, merci à l'intervention finale de Stéphane Billet, parce que le fait que les relations publiques puissent intégrer un sujet comme celui-là et se mettre aussi à travailler pour se positionner par rapport à ce côté noir des relations publiques me semble une excellente chose. Je voudrais terminer pour l'ensemble des personnes qui sont présentes pour dire que continuez à nous suivre. Donc, mettez-vous sur la page LinkedIn, sur le compte Twitter, parce que c'est quand même le meilleur moyen de suivre notre actualité. Là, on va discuter avec les membres du bureau de l'Académie pour voir quels vont être nos événements pour l'année prochaine. On est toujours sur l'idée de faire un grand séminaire avec un appel à contribution comme aujourd'hui et de faire quelque chose d'un peu plus léger au printemps. Donc, on va discuter des thèmes et un peu de notre feuille de route. Et puis, terminer sur un remerciement particulier aussi à l'ensemble des partenaires qui nous ont beaucoup aidés. La Fondation Charles-Léopold Meyer qui met ses locaux à disposition. Le centre de recherche sur les médiations de l'Université de Lorraine, le centre de recherche en relations publiques de l'Université du Québec, CDS, qui est notre sponsor qui nous réalise le programme et l'affiche, Protagoras, l'association communication et entreprise. Donc, on est content d'avoir beaucoup de partenaires de confiance qui nous suivent souvent pour la plupart des livres. Voilà, merci à tous. On a évidemment un peu débordé, mais c'est un peu normal avec un sujet comme celui-là. Donc, voilà, on continue à nous suivre et rendez-vous au prochain événement. Merci.